Même si on te vous voit, si on t'appelle monsieur, si ton accent s'en va, si tu ne baisses plus les yeux, même si tu changes ici de prénom et de look, si tu as plein d'amis chez toi et sur Facebook, émigré, tu es, émigré, tu restes. En France, par le biais de M. Monterey et par le biais de Fatine Camara, qui est toujours à mes côtés, qui est toujours prête à nous accueillir. Donc je tenais vraiment à les remercier pour cet honneur qu'ils me font de me mettre à l'honneur aujourd'hui pour vous présenter mon livre. Alors, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants prennent des risques en traverser le désert de la Méditerranée avec des zodiacs pour rejoindre l'Europe. Alors on voit des images dans les réseaux sociaux, sur les écrans de télévision, de naufrages, de corps échoués sur les plages qui ne cessent d'émouvoir le monde entier. À votre avis, pourquoi ces personnes font ça? Je vous pose la question, c'est un débat. À votre avis, pourquoi ils font ça? Oui. Une vie meilleure que l'herbe est plus verte. Voilà. Je pense que l'herbe est plus verte, c'est ça? Surtout ça. Que l'herbe est d'eau. Oui. Par les espoirs. Voilà, par l'espoir. Oui. Je disais une vie meilleure. Une vie meilleure. Oui. Mais encore. Comment? Il y en a aussi qui sont poussés par les conflits. Ils n'ont pas le choix. Il fuit la guerre. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Et le témoignage qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est excusez-moi, le fils de ma meilleure amie qui a pris ce zodiaque-là, satané zodiaque, pour venir ici et qui est mort. Alors que sa mère vit en France. Il pouvait utiliser la voie légale pour venir, mais il a eu des amis qui lui ont dit non, il faut passer par la Libye, tu verras, c'est plus facile. Et il a fait ça, il est mort. Donc ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, si je peux faire quelque chose pour aider ces personnes-là qui veulent venir se chercher en Europe, eh ben, j'aurais réussi mon challenge. Donc c'est là l'idée d'écrire ce livre. Excusez-moi, je suis... Donc l'idée de ce livre est venue comme ça. Et Valère Bélias, à travers les éditions Argent Libre, je l'ai rencontré ici d'ailleurs à l'ambassade, et il parlait de ces éditions. Et c'est les éditions Argent Libre qui m'ont accompagné avec le programme Plume d'élite. Et je tiens à remercier le Valère parce que c'est vraiment un beau programme et vraiment ça m'a permis d'avoir quelque chose de positif et de bien. Donc je remercie aussi Valère de m'avoir accompagné sur ce projet d'écriture. Voilà. Donc,
Dans le premier chapitre de mon livre, je parle des raisons qui peuvent pousser toutes ces personnes à venir se chercher en Europe. Dans le second chapitre, je parle des préjugés, parce que souvent on a des préjugés. Les migrants, ils ont des préjugés. Les préjugés se disent que les Français sont racistes et que de toute façon, tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Et donc, ils se créent des blocages. Et du coup, ça peut pas... ils se créent des blocages et du coup, ils ne peuvent pas aller au bout de leurs actions. Et du côté aussi des natifs aussi, ils se disent que les migrants sont tous pauvres, ils sont sales, ils sont tous des sans-abri. Et du coup, ils n'ont pas envie de les approcher et on les exclut. Donc je parle des préjugés dans le second chapitre de mon livre. Le troisième chapitre de mon livre, j'indique comment préparer son voyage. Voilà. Vous pouvez me poser les questions au fur et à mesure, si vous voulez. Oui. Est-ce que justement, pour pouvoir un peu plus toucher, par exemple, le français, oui. qu'il soit français asiatique ou français, enfin le français, sur toutes ces questions qui se posent de migration et puis un rejet qu'il a aussi de ça. Peut-être lui rappeler aussi que le français a aussi immigré. A été aussi un migrant, voilà. Donc, il faut lui rappeler son histoire. Donc je pense que c'est bien aussi de mettre l'accent là-dessus. Parce qu'on a tous à un moment donné. Mais oui, moi je suis une fille d'immigrés. Mon père, son rêve c'était de venir en France parce qu'il était infirmier en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son travail, il accompagnait des malades en France. Donc ça lui a donné envie d'immigrer dans ce pays, donc il a préparé son voyage. Par contre, à l'époque, il n'y avait pas besoin de visa. C'était dans les années 70. Donc il n'y avait pas besoin de visa. Et donc il nous a embarqués et on est tous venus en France. Mais même les Français. Oui, bien sûr. Quand il a quitté l'Algérie pour venir en France, il était très mal accueilli aussi. Il était très mal accueilli. Voilà, il faut se souvenir de tous ces... Des choses que l'État a mis en place pour des personnes qui arrivent en état d'irrégularité, en situation irrégulière. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ces aménagements-là que l'État a mis en place pour ceux-là qui viennent et qui sont en situation irrégulière? Ou du moins, leurs droits, ils ont droit à quoi et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, il faut savoir que la première des choses, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins, donc, parce que quand ils prennent les bateaux, évidemment, souvent il y a des naufrages et donc ils sont en bonne santé, donc on les prend en charge. Il y a des associations qui existent et les bénévoles les prennent en charge. Donc une fois qu'ils sont soignés, on leur trouve un logement. Donc il y a des centres d'hébergement qui existent. Moi je j'occupe un poste de cadre à l'hôpital et il arrive souvent qu'on ait des migrants et donc on appelle le 115 qui est le centre d'hébergement qui leur trouve un abri. Voilà. Et après, il s'agit de régulariser sa situation administrative. Alors, il y a une dernière loi qui est passée pour ceux qui veulent exercer des métiers en tension. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un métier en tension? C'est un métier pour lequel les recruteurs ont du mal à recruter par rapport à l'absence de qualification. Et donc,
Ça crée une tension sur le marché du travail, et ce qui fait que du coup, on peine à recruter, et du coup les migrants, s'ils ont des aptitudes à exercer, j'ai mis la liste dans mon livre des métiers en tension, s'ils ont des aptitudes, ils peuvent exercer et obtenir un titre de séjour par ce biais-là. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autorisation provisoire de séjour. Pour les personnes qui veulent faire du bénévolat, ça je suis sûre qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas, ils peuvent faire du bénévolat et avoir une autorisation provisoire du séjour qui leur permet de rester en France. Et ça, je suis sûre que beaucoup ne le savent pas. Effectivement. Voilà. Avec un permis de travail ou sans permis de travail? Non, non, c'est avant. C'est après. Oui. C'est après. Ouais, moi j'ai une question. Oui, j'ai une question qui me vient. oui. Quels sont les mécanismes pour empêcher ce naufrage? Parce que c'est bien de les dénoncer, mais comment encourager nos jeunes frères à ne pas prendre, qu'on appelle ça, ces voies... Non, en fait, ils vont toujours le faire. Non, mais Parce que quels sont les conseils que toi tu peux donner? Je ne peux pas les empêcher. C'est ce que Valère me disait. Valère me disait, mais toi, tu es ici et tu veux empêcher les gens de venir. Mais dans ton livre, tu en... Dans le livre, tu en parles quand même. Tu donnes des conseils quand même aux gens. Dans le livre, tu en parles. On peut les réduire. On peut réduire les... Comment on peut les... Voilà, c'est ce que... Comment on fait? Achetez mon livre comme ça, vous verrez. Comment on fait. Non. C'est ça. Donne-nous les pistes. Bon, est-ce qu'il y a une façon de les réduire? Qu'est-ce qui fait que... Comment on peut faire? Puisqu'aujourd'hui, l'objectif... Il faut acheter les livres. Très bien, très bien. Si je peux compléter quelque chose. Et puis arrête de répondre aux questions. vous ne voulez pas dire les secrets? Non, elle va répondre. Ah, ça fait partie du côté. Monsieur le Président, Voilà, tu vois, là tu commences à avoir les questions, tu vas répondre. C'est toi qui as écrit le livre. En gros, justement, c'est un échange qu'on a avec Colette. Parce que il y a le complexe du message et du messager. Effectivement. Alors, on peut pas être en France, s'appeler comme Jim. Expliquer à quelqu'un qui est à Kofo, ou bien je sais pas, à Yop, que ne vient pas ces choses. C'est compliqué. Par contre, l'idée derrière le livre, c'était pas, non pas de leur dire que, bon, si vous venez, voici ce qu'il faut faire. Non, parce que Colette n'est pas le bon messager. Surtout que socialement, elle a réussi en France. Ouais, ça. Et c'est la même réussite sociale qu'elle vient chercher, que les autres viennent chercher. Donc on peut pas être cadre de santé et expliquer aux gens en Côte d'Ivoire que c'est compliqué ici. Ça n'a pas de sens. Par contre, l'idée, c'était pour ceux qui sont arrivés. Bon, ils ont déjà fait la démarche, ils ont pris le Zodiac, ils sont déjà là. Là, on fait comment? Donc l'idée vraiment dans ce livre-là, c'était de leur donner justement des canevas pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Notamment moi en lisant le livre, c'est là que j'ai su qu'il y a des métiers sous tension tels que l'agriculture, dans certaines régions qui permettaient de régulariser sa situation. Tu as parlé du bénévolat, moi je ne savais pas. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, on a tous un frère, une soeur, un ami, qui est dans une situation irrégulière, qui ne sait pas comment s'en sortir. Bon, le mariage est une alternative. Mais je pense que tu voulais dire quelque chose par rapport au mariage, donc il faut que tu dises. Tu m'avais dit ça, mais il faut que tu t'exprimes. Donc, je ne conseille pas du tout les mariages blancs parce que pour moi, c'est pas quelque chose à conseiller. Donc le mariage blanc, c'est épouser un Français ou bien une Française pour avoir des papiers. Je ne peux pas conseiller ça. Et en plus... Tu as essayé, Président? Tu as essayé? Je n'ai pas essayé, mais il y a beaucoup de cartes. Bon, maintenant, mais pourquoi tu ne conseilles pas le mariage blanc? Mais parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas... L'intention n'est pas sincère. Le mariage, c'est l'union de deux familles et de deux personnes qui s'aiment. Toi, tu veux des papiers et tu veux te mettre avec moi. Donc, toi, tu veux te mettre avec moi parce que tu veux des papiers. Tu ne m'aimes pas, en fait. Ben non, tu m'aimes pas, tu aimes mes papiers.
Colette, en dehors de la France, c'est quelque chose, ça existait aussi déjà en Afrique. Exemple, les mariages forcés. Ils ne s'aimaient pas. Mais ça, c'est pas des mariages blancs. Mais en fait, c'est pas des mariages blancs, mais là, vous parlez de la... Et puis, il n'y a pas d'intérêt dedans. La partie morale, en fait. Oui, c'est la partie morale voilà. qui me dérange. Mais parfois, que ce soit dans tout le monde entier, c'est-à-dire, moi, je préfère prendre le cas que je maîtrise. En Côte d'Ivoire, moi, j'ai déjà vu des mariages où derrière, monsieur qui disait c'est parce que ma famille a insisté. En fait, c'était pratiquement pareil, en fait. Ou madame qui dit je me suis mariée parce que ma maman a insisté. Ça, c'est le côté religieux, ça. C'est pas, mais c'est le côté coutumier, il y a, enfin moi j'ai déjà vu. Le côté religieux, oui. Je ne m'en mets pas dans ce cas. Donc, oui, mais c'est pas pareil. Okay. Là, toi, tu veux te marier avec moi pour avoir mes papiers. Tu ne m'aimes pas. C'est mes papiers que tu veux. Ça te fait rire, mais c'est ça. Je suis désolée, moi je t'aime, je veux quelqu'un qui m'aime, je ne veux pas quelqu'un qui vient pour mes papiers. Non, je suis désolée, moi je ne peux pas conseiller ça aux gens. Ouais, oui, il y a une question. Je pense que tout à l'heure vous avez évoqué quelque chose de très essentiel. Oui. Vous venez de parler de plusieurs clés, de plusieurs informations que nous-mêmes nous ne savions pas. Et je pense que c'est sur ça justement qu'il faut communiquer à nos citoyens, à nos populations respectives, parce que moi je suis malien, donc je suis en Côte d'Ivoire, et effectivement on a ce problème-là, mais s'ils ont ces informations-là, ça leur permettra plus de passer par le canal officiel, justement. Parce que nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui payent pour les vérifier, payent jusqu'à 3 millions de francs CFA. Ils payent beaucoup. Donc s'ils ont ces informations-là, qui sont des informations capitales, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui passeront par le canal officiel, mais qui payent pour ça, pour pouvoir passer par... Ils payent très cher. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous payez cher et puis vous prenez des risques. Voilà. Donc il faut mettre l'accent sur la communication de ces informations-là. Moi, le côté bénévolat, je ne le savais pas déjà. Moi, je suis là, j'essaie de travailler beaucoup. Il y a beaucoup de personnes sans papier, dans des hôtels, dans des restaurants, etc. C'est difficile. Les agences de voyage aussi. Voilà. Au maximum. Exactement. Donner le maximum d'informations. C'est bien. Communiquer. Il faut prendre la parole de vous. Oui, non, nous sommes ici, au restaurant, on est bien contents. Ouais. Et quel est l'Africain qui ne rêve pas de sortir de cette situation? Là, ce sont les autorités. Mais nos autorités, on sait de ça. Ils ne feront pas l'effort là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des campagnes. De la même manière dont on fait une campagne pour la drépanocytose, le paludisme, dit aux compatriotes ou aux Africains, écoutez, ne prenez plus le bateau, ce n'est pas le meilleur canal, ne payez plus 3 millions de francs CFA. Et là, vous allez aussi casser ces marchés-là. Et on met clairement l'accent sur les propagandes préalables, en passant par les agences de voyage, une pub à la télé, en disant voilà, je vais aller sur Paris. Quelle est la démarcation? Ambassade, et en disant aussi à ces ambassadeurs, excusez-nous de donner la bonne information, ne mystifiez pas la chose, parce que ces ambassadeurs aussi mystifient la chose. Donc c'est très important. C'est vrai, très bonne idée. Merci. Il y avait une autre question? Pour certains de nos frères et sœurs congolaises, oui, au Kenya, pour certains de nos frères et sœurs qui viennent par les voies légales, par exemple, aller voir des études, d'accord, et qu'au Michima se rend compte que les études sont difficiles. Et malheureusement perdu notre titre de séjour. Qu'est-ce qui se passe? Quel autre moyen on peut faire pour avoir le papier à nouveau? Parce qu'on se retrouve dans un cycle vicieux. Tu vas à un travail, et les patrons ne veulent pas te faire les papiers pour avoir le travail, tu demandes d'avoir la carte de séjour. Tu prends la préfecture, lui te demande la carte de séjour. Et je te retrouve dans un cycle vicieux. Qu'est-ce qu'on fait? Il vous demande la carte de séjour, c'est ça? Oui. Le patron, il veut te signer un CDI, mais il veut ta carte de séjour. La préfecture veut les CDI, mais l'attente que les patrons fassent quelque chose. Donc, que ça et l'État et les patrons, et je te trouve au milieu. Et l'étudiant, il a perdu sa carte de séjour. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, je peux répondre à ça parce que j'ai eu le cas. Il existe en fait, c'est malheureusement au bon vouloir des patrons, mais il faut savoir qu'en France, il y a plein de patrons qui ne savent pas que ça existe. Il y a une procédure qui existe où on passe du statut étudiant pour le statut salarié. En fait, c'est toute une procédure à faire et en général, tu arrives à être régularisé sans problème. Je vais aussi répondre à la dame. Voilà. Au sein de CCDIAS, il y a un service juridique. Et tous les samedis, je parle sous ton contrôle, M. Ndré. Il y a le service juridique, il y a l'association des juristes ivoiriens qui ont des, qu'on appelle ça, des permanences pour ce genre de cas. Donc, on va vous donner l'adresse.
vous allez les rencontrer. C'est gratuit. Hein. Non, ils sont au consulat dans le c'est au consulat. Vous allez, si vous avez des cas comme ça, vous êtes étudiant ou étudiant, vous avez votre séjour pour des raisons XY, c'est leur boulot, ils vont vous donner des informations. Donc c'est un collectif de juristes ivoiriens qui donne ces genres d'informations à toute la diaspora. Donc ça, tout à l'heure, je vous donnerai le nom du président. Tout à l'heure. Vous parlez de l'immigration. Positive ou négative, je sais pas. Et beaucoup de nos enfants, de nos frères et sœurs meurent pour venir ici. Je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Dans les années 80, est-ce qu'on parlait de ce problème? Non, parce qu'on avait... Ça, c'est un. C'est l'autre. Deuxièmement, pourquoi venons-nous ici? Pourquoi venons-nous dans l'Occident? Et d'où tire l'Occident de la richesse qu'il a? Est-ce que c'est parce que l'Occident a du coltan? Est-ce que c'est parce que l'Occident a du cuivre? Est-ce que c'est parce que... D'où tire-t-il ça? Merci. Pour construire ces routes et ces autoroutes. Deuxièmement, je veux que vous répondiez parce que vous parlez de l'immigration. Combien meurent pour venir dans l'Eldorado? Mais cet Eldorado a eu cet argent pour construire ces autoroutes. D'où? Chirac l'a dit. Mais bon, on se passe de ça. S'il te plaît, est-ce que tu pourras expliquer aux Africains qu'ils ont tout et qu'ils peuvent développer ce tout comme la Chine l'a fait? Il y a quelqu'un qui avait écrit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Est-ce que nous ne tremblons pas là? La Chine s'est éveillée. Alors, les Africains, comment toi, une bonne écrivaine, intelligente, et je crois même ça, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Africains pour ne pas traverser ces mers, etc. Parce que cet Occident est déjà décadent et sur sa descente. Moi je répète, je suis pour. Il n'y a que chez nous en Afrique que l'immigration pose un problème. Quand un Français veut aller au fond de la Côte d'Ivoire pour chercher le médicament pour guérir le palud, il y va. Oui, il ne va pas se chercher. Il ne va pas se chercher. Non, il va peut-être chercher. Si, il va se chercher quelque part. Il veut faire avancer la science. Il va se chercher. Je vais répondre. J'y viens. J'y viens. On dira que les motivations ne sont pas les mêmes. C'est vrai, on va dire que celui qui quitte de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou du Tchad vient parce que, entre guillemets, il a faim. C'est ce qu'on dira. Et j'ai envie de dire, il n'y a que chez nous que ça pose problème. Moi, le problème que j'ai, qu'on a tous, entre guillemets, par rapport à l'immigration, c'est peut-être le fait qu'on prend des risques démesurés. Mais en soi, quitter l'Afrique pour venir en Europe, c'est pas tout le monde qui vient en Europe parce qu'il a faim. Il faut venir en Europe parce qu'il nous manque quelque chose pour se développer et rentrer. Mais ça, c'est une minorité. Non, ça, ouais. Malheureusement. Une minorité, c'est vrai. Bon, moi, je pense que l'immigration, il faut aller à l'humanité, pour voyager. Après, il y a un cadre, excusez-moi d'intervenir un peu comme ça. Monsieur Naounou a posé une question importante tout à l'heure. Pourquoi est-ce que, et quelles seraient les solutions, quelles seraient les solutions concrètes? Parce que déjà, est-ce qu'on peut mettre en place un cadre légal de flux migratoires? Et
comment mettre en place des dispositifs de régularisation pour ceux qui sont arrivés, on va dire, dans des conditions irrégulières. Et ça, c'est des débats de fond à mener et trouver des solutions concrètes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir en France. Non. Et voilà, c'est pas tout le monde qui peut venir en Europe. Et pour ceux qui viennent, quels sont les dispositifs qui sont mis en place? Moi, je pense qu'il faudrait travailler sur ces solutions-là parce que il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont pas de débouché économique. Il y a une réponse politique à apporter, une réponse économique, une réponse sociale, une réponse culturelle. Voilà. Donc, je pense que ce serait bien qu'on en profite pour instaurer une base de réflexion sur ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et je pense que, comme on dit, c'est grain de riz plus grain de riz qui fait sac de riz. Nous tous, là, notre réflexion, si on s'agrège autour de cette cause-là, on peut trouver des solutions. Alors, le problème, il est économique. Le problème est économique. Il est multifactoriel. Ok. Il est multiforme. Le problème économique, s'il vous plaît. J'avais compris qu'en venant ici à cette rencontre, on devait sortir avec des choses qui nous nourrissent. Et j'ai apprécié parce qu'à travers la secrétaire, quand elle parlait d'aide, parce que je n'aime pas trop parler de moi, mais elle a beaucoup parlé et j'ai appris beaucoup de choses. Et dans votre livre, je vous ai suivi, hein, dans les TikTok, tout ça, dans les petits films. Et puis au début, j'étais fâchée contre vous. Ah bon? Je vous ai parce que les TikTok ne montrent que des petites parties. C'est pour ça que je vais prendre votre livre. Et je vous ai jugé, en fait. Et je me suis dit, mais comment elle peut encourager l'immigration? Mais là, en vous écoutant, vous n'avez pas encouragé. Je suis très contente de vous écouter. Vous avez plutôt dit, j'ai écrit mon livre pour les personnes qui sont ici. Et effectivement, vous avez, dans votre livre, je ne l'ai pas encore lu, mais j'entends dire, j'écoute ce que vous dites, vous avez donné plusieurs solutions. Et la solution peut être le 115, le sans souci, trouver de l'argent. Mais il y a une solution que vous venez de dire, et je voudrais être le témoignage là-dessus. Ça va rejoindre ce que madame a dit pour l'étudiant. Je ne suis pas venue par bateau, rien. Je suis cadre en Côte d'Ivoire, je suis venue pour une question de famille, de ma fille qui est très malade. Et donc je suis restée près de 3 ans sans travailler, parce que je m'occupais de mon enfant malade. Mais j'habitais en face du resto du cœur. Il y avait ça, le resto du cœur à malade. Et chaque fois je me disais, la France fait quelque chose pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour moi? Je me devais reconnaissante, c'est vrai que je suis venue, je suis logée, je suis bien. Mais j'avais envie, je me dis, mais ils m'ont accepté, qu'est-ce que moi je peux faire pour la France? Je suis descendue, j'ai traversé la route, je suis partie au resto du cœur, et puis je leur ai dit, je suis venue, je fais quelque chose. Alors l'anecdote c'est que une Africaine qui vient, qui dit, je vais être bénévole, on te reçoit dans leur bureau, on te dit de remplir, la dame qui me dit comme ça, madame, vous allez aller réfléchir, mais quand vous allez travailler là, vous ne prenez rien du tout. Hein. J'ai éclaté de rire, parce que pour elle, c'était peut-être une manière détournée de rentrer dans le système. Je lui ai dit, madame, j'ai besoin de rien. Et j'ai fait 1 an de resto du cœur. Le jour où je me suis rendu compte, entre eux-mêmes, là, le trimestre, on se dit, on prend quelque chose. Je leur disais, non, je n'ai pas besoin. Entre-temps, on renouvelait mon contrat, mon titre de séjour, tous les 1 mois, je crois. 1 mois. Et puis, l'assistante sociale m'a dit, est-ce que vous faites des choses? J'ai dit, oui, moi je suis là, je ne fais rien, mais je fais resto du cœur. Ensuite, je suis allée au 14e, la Côte Banque, je suis bénévole, j'ai fait des choses comme ça. Elle m'a dit, mettez tout ça. Mettez tout ça. C'est aujourd'hui, j'apprends, je me rends compte que c'était. Mais quand j'ai mis tout ça sur moi, j'ai pas mis que je suis cadre, j'étais directrice des villages sociaux. Non, j'ai mis simplement tout ça. On m'a donné 2 ans. 2 ans, je vous dis. Et j'ai demandé à la dame, elle m'a dit, on fait quelque chose. Et ça se comptabilise, mais dans l'ignorance. Et je l'ai conseillé à 2 ou 3 personnes qui sont venues dans ces cas-là. Je leur ai dit, arrêtez de chercher. Quand vous partez dans les associations, cherchez toujours à manger. Inscrivez-vous, et ils ont eu des papiers. Et c'est vrai, l'étudiant, le temps qu'il tournait, je vais à gauche, je vais à droite. Il fallait lui dire 1 heure seulement par semaine même, de s'inscrire quelque part. Voilà, d'être juste bénévole dans les associations. Juste ça, 1 heure, 2 heures, il aurait eu ses papiers. Souvent on est là, on attend, oui je suis parti, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais cette voie-là, si vous pouvez tous le faire, même vous, faites 1 heure, donnez de votre temps dans une association, ça peut déclencher un papier. Je vous dis, c'est très important à la France. Je vous dis merci.
Même si on te vous voit, si on t'appelle monsieur, si ton accent s'en va, si tu ne baisses plus les yeux, même si tu changes ici de prénom et de look, si tu as plein d'amis chez toi et sur Facebook, émigré, tu es émigré, tu restes. Même si tes enfants font partie d'une chorale, si tu es président dans un bureau ovale, même si tu as gagné face à ton grand rival, si tu es sélectionné en équipe nationale, émigré, tu es émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici. Alors ton voyage de mémoire, tu le referas tôt ou tard, pour revoir enfin ton quartier, la petite maison où tu es né. Même si on te surnomme l'intégré de l'histoire, n'oublie pas cet homme étranger des regards. Même si les gens t'estiment, si tu as un vrai passeport, si tes parents sont dignes et très fiers de ton sort, émigré, tu es émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici. Va retrouver avant de partir les pierres qui t'ont vu grandir, pour que tes enfants sachent d'où ils viennent, que leurs racines restent les mêmes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici. Bien sûr tout est en train de changer, on est sur la même longueur d'onde,